Johanna, bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce dimanche 15 septembre est centrée sur les vélos sur la route d'abord. Voir et être vu, c'est vital. Ce message s'adresse aux usagers de la route et particulièrement aux vélos qui sont nombreux à circuler la nuit. Sans lumière, un équipement pourtant obligatoire. Ils ont déjà parcouru plus de 90 km pour prouver leur intérêt pour le climat. Jason, Antoine, Heymanu et Ricky sont actuellement à Paea, la brouette remplie de fruits du Fénois. Cette démarche valait-elle la peine? Jason Monsong nous donnera son avis. Il est en direct avec nous depuis la côte ouest. Amoroa, Achu et Heyar Im sont les grands vainqueurs du challenge Makonina, un podium 100% tahitien, et les étrangers n'ont donc pas pu s'imposer face à ces mastodontes du ring. Le résumé de cette soirée de combat dans ce journal. Il s'appelle Jonathan Mapou, il a 21 ans et il est un des grands espoirs du handball. Un parcours sans faute au sein de l'équipe de France lui a permis de décrocher un contrat. On le rencontre ce soir dans son club en métropole. Et enfin, nous vous proposons de revoir des images du CHT de Mam en 1989 dans notre rubrique Le Fénois d'avant. Cette année-là, seules 26 sages-femmes œuvraient au service maternité pour plus de 2000 naissances par an. La 26e victime de la route concerne une cycliste. C'était à Ta'a dimanche dernier. Inutile donc de rappeler que les deux roues sont les plus vulnérables et encore plus la nuit. Et pour se protéger, il faut respecter des règles comme munir les vélos de lumière. C'est obligatoire. Mais cela ne semble pas préoccuper la majorité des usagers sur Tahiti, comme ont pu le constater Heidi Nkola Itemauri et Mirko Vonfo hier soir. Des mauvais exemples, ce n'est pas difficile à trouver sur les routes de Tahiti. Des cyclistes sans lumière, à contresens, voire avec des personnes assises sur le guidon. La prise de risque ici est maximale. Justement, mes copains là, je rentre un peu. Ah, c'est juste pour des petites tracés. Comme on n'a pas aussi le temps et des fois on s'en fout. Non, c'est pas prévu jusqu'à la nuit. Je suis venu à mon entraînement pour le lever de pied. Hier soir, sur la trentaine de personnes à vélo que nous avons croisées entre Papeete et Mahina, seuls 2 étaient équipés de lumière à l'avant comme à l'arrière. Si on n'est pas visible, beaucoup d'automobilistes ne font pas forcément très attention. Et si en plus nous, on n'est pas là pour leur rappeler qu'on a le droit aussi de circuler sur la route. Et de par le fait qu'on ait ces lumières, on leur montre aussi qu'on est là et qu'on doit être visible, quoi. Petit à petit, j'ai acheté ça. Les lumières à mettre sur les rayons. Malgré la pleine lune et l'éclairage, quand il y en a, la route de nuit reste dangereuse pour tous les vélos non visibles clairement. Un risque pour eux comme pour les conducteurs de voitures. En juin dernier, un jeune homme a perdu la vie ainsi. Et en fait, c'est assez dangereux et tout. Et il faut penser à la sécurité de chacun, quoi. Surtout à des endroits mal éclairés, hein, où il y a moins de lumière, comme par exemple vers Tiare, la presqu'île et tout, hein. Donc voilà, si je roule la nuit en vélo sans éclairage, à contresens, ils doivent comprendre que c'est beaucoup plus risqué que si rouler dans le bon sens avec de l'éclairage. Être visible, c'est une obligation selon la loi. L'amende vous coûtera bien plus cher qu'un dispositif lumineux, sans parler du prix de votre vie. Nous vous parlions vendredi soir de ces citoyens engagés à défendre la cause environnementale. Pour le démontrer, ils ont entrepris un tour de l'île à pied avec une brouette dans laquelle ils espéraient voir se remplir des produits locaux, symboles d'abondance alimentaire. Par cette action également, ils souhaitaient inviter la population à participer à la grande marche pour le climat prévue le 21 septembre. Ils ont donc quitté Papeete vendredi matin à 5h, direction Taravo. Hier, ils ont quitté la presqu'île pour rejoindre Papara et ce soir, ils sont à Paea. Ils se sont arrêtés pour être en direct avec nous. Nous allons donc les rejoindre sur place. Jason Monsong, merci d'être avec nous. Dites-nous d'abord comment vous vous sentez après avoir parcouru tous ces kilomètres. On se sent plutôt bien parce qu'on a surtout beaucoup d'encouragement. Au niveau de nos corps, on n'a plus vraiment de pieds, mais ça continue à fonctionner. Mais grâce aux encouragements, on arrive à continuer assez facilement. On a vu que le message est passé puisqu'on voit derrière vous la brouette qui est remplie de produits locaux. Les gens ont reçu votre message, vous croyez? Oui.
Oui, clairement. Le message de remplir la boîte est très bien passé. Le message de sensibilisation est aussi très bien passé. On a vu que les gens étaient extrêmement soucieux de l'environnement, beaucoup plus que ce qu'on se pensait. Et il y a aussi l'invitation pour le 21 septembre qui, on espère, passera. Alors, la marche organisée en mars dernier a réuni seulement 500 personnes. Vous espérez que combien rejoindront la marche prévue le 21 septembre? On espère passer le millier et avec tout le succès qu'a le Fatih, on pense que ça sera largement faisable. Alors, lorsque vous avez rencontré la population sur la route, qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Alors déjà, on les a remerciés pour les fruits, pour les légumes, on les a remerciés pour les encouragements. Et on a pris le temps de leur expliquer pourquoi on faisait tout ça, pourquoi c'était important de se soucier de l'environnement et qu'est-ce que c'était ces grandes questions climatiques qui sont souvent un problème, c'est un problème assez global, donc les gens ont assez peu conscience de ça. Donc on a pu leur expliquer tout ça. Alors, ce soir, vous allez poursuivre votre parcours jusqu'à Poun Aouia, donc? Oui, c'est ça. On doit atteindre la borne 14 là, avant ce soir. Et à partir de là, on pourra enfin dormir. Et donc lundi, arrivée prévue à Papeete. C'est ça, vers 11h, voire midi. Merci beaucoup Jason Monsong d'avoir été en direct avec nous dans ce journal et on vous souhaite bon courage. Maururua. Coup de projecteur aussi ce soir sur cette partie de la population polynésienne courageuse de travailler toute une nuit pour préparer des plats à emporter, des fifris, du porc rôti ou du ma'at Haiti pour le brunch dominical. De nos jours, ils sont de plus en plus nombreux à occuper les bords de route chaque week-end pour répondre à une demande toujours croissante. Nicolas Suir et Jérôme Lee les ont rencontrés. Bords de route fleurissent le week-end et particulièrement dimanche, car à Tahiti, les familles n'aiment pas cuisiner ce jour-là. Ça va, ce matin on avait des clients surtout pour le pois rôti. La plupart des personnes viennent chercher le pois rôti, le matahiti. Les clients se pressent tôt dans la matinée, même pour acheter des poulets rôtis. Le matin, entre ici c'est 8h. Donc c'est pour le petit déjeuner quoi? Pour le petit déjeuner, c'est ça. Certains magasins ont compris que le dimanche est un jour où le chiffre d'affaires explose. Ils proposent plus de plats jusque sur la route. C'est mieux que la semaine, le week-end. En fait, c'est que le week-end qu'on fait ça. La semaine, on fait que à l'intérieur le poisson, pas de grillade. Certains clients veulent faire plaisir à leurs femmes après une session de glisse. Pas tous les dimanches, de temps en temps on vient. Sinon des fois le dimanche c'est... des fois, s'il y a du mat le reste de la veille, on mange le mat de la veille. Là, il n'y avait plus de mat. Il n'y a plus de mat. Tout est dans le ventre. D'autres ont instauré des traditions. Pour celle-ci, dimanche rime avec brunch et mat Haiti. Du poulet, du poisson cru, du poêle, du fifri, du milon, voilà. On mange bien le dimanche matin. C'est le seul jour où on mange bien dans la semaine. Parce que dans la semaine, on n'a pas le temps, on travaille. Pour ces dames, ce sera du poisson frais. Oui, très régulièrement. Moins un dimanche sur deux. Moins un dimanche sur deux. Le poisson, c'est bon, c'est une tradition. C'est une tradition, puis il est tellement bon. Il est tellement bon ici. Nous, on apprécie la découpe, le goût, la fraîcheur, tout. Et les affaires se portent bien, très bien même. Oui, après quand tu viens vers 9h, il n'y a presque plus rien. Dimanche, une journée sacrée pour les clients et une sacrée journée pour les commerçants. Le marché aérien polynésien se structure de plus en plus autour d'accords de coopération. Des alliances ont été signées entre la Polynésie, le Canada et le Mexique il y a quelques jours. Un avantage pour Air Tahiti Nui et Air France. Les deux compagnies pourront alors proposer des vols en partage de code via Los Angeles. L'objectif étant bien sûr d'attirer plus de touristes. Les explications de Marie-Christine Depape.
Ça bouge encore dans le ciel polynésien. La Polynésie française et le Canada viennent de signer un accord aérien. Il prévoit notamment un partage de codes. En clair, Air Tahiti Nui et Air France pourront vendre via Los Angeles des destinations sur le Canada et vice-versa sur Tahiti et ses îles. Un gros plus pour la Polynésie, elle pourra drainer davantage de touristes en provenance de l'Amérique du Nord et plus particulièrement du Canada. Pas de vol direct en vue dans les médias, mais le dossier est sur les rails. Il faut attendre pour cela l'aval des deux États, le Canada et la France. La compétence en matière de desserte internationale est partagée entre Paris et Papeete. Avec le Canada, Air France a déjà ouvert la voie avec le projet d'une nouvelle ligne Paris-Papeete via Vancouver. La compagnie nationale a obtenu le 10 juillet dernier le feu vert du régulateur canadien. Idem pour le Mexique. Air France et Aéromexico partagent déjà Tahiti via Los Angeles. L'accord a été conclu au mois de juin. À la clé, un nouveau flux de voyageurs en perspective sur le Fénois en provenance de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Amérique du Sud. Pour l'heure, 7 compagnies internationales desservent Tahiti Fa'a à destination des États-Unis, de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Chili, d'Hawaï et de la Nouvelle-Calédonie. Les 2 dernières arrivées l'an dernier sur le marché, French Bee et United Airlines, sur l'axe Paris-Tahiti via San Francisco. L'ouverture du ciel polynésien à la concurrence a permis d'augmenter de 40% le nombre de sièges, de casser les prix et de diversifier la clientèle. Elle a aussi dopé les opérateurs historiques. Air France bénéficie déjà du code share avec la WestJet du Canada. Air Tahiti Nui est également en partage de code avec Japan Airlines avec 2 vols hebdomadaires le lundi et le samedi vers Narita. Et ce mouvement social qui s'enlise et pénalise le tourisme, la grève à l'Intercontinental Moorea se poursuit. Hier, O'Oit Werima a rencontré le directeur de cabinet de la ministre du Travail. Une réunion a également eu lieu entre le syndicat et la direction de l'Intercontinental Tahiti, où la grève sera effective demain. Quant à l'établissement de Bora Bora, les discussions sont toujours en cours pour éviter l'arrêt de travail. Faute d'accord, le préavis prendra effet le 16 septembre à minuit. On s'intéresse maintenant à l'actualité sportive du week-end. Et cette bonne nouvelle d'abord, elle concerne un enfant de Veirao. Kaulivast décroche le titre de champion d'Europe pour la 2e fois, David. Et oui, c'était suite au Ribeira Grande Pro Junior au Portugal où il a terminé 2e cette nuit. C'était la dernière étape du Tour européen junior. C'est un parcours remarquable puisqu'il comptabilise en tout une première place, 2 deuxièmes places et une 3e place. Donc il a toujours terminé au moins dans le top 3 cette année et c'est sans compter bien sûr sa qualification au main event à Te Ahupo le mois dernier, Ayata. On passe à la boxe maintenant. Vous avez pu vivre en direct les victoires de Amoroa Atiu et Heyarim Ay lors du Challenge Makonena. Le premier dans la catégorie des super lourds et le deuxième en poids lourd. Oui, donc domination totale des Polynésiens face aux Néo-Zélandais. Amoroa Atiu qui a remporté son combat par KO et Heyarim Ay qui termine sa carrière en beauté. Le reportage sur les images de Marcel Bono. Une victoire surprise aux dépens de Kim Miracle. Le Néo-Zélandais déchante avant même la fin du premier round. Amoroa Atiu, qui était tenant du titre, remporte sa 4e ceinture en toute humilité. C'est le manque de vigilance. Je ne s'est pas attendu à ça. Et peut-être qu'il était trop confiant aussi dès le départ. Et moi, j'ai bien vu sa garde baisser et j'en ai profité. Ouais. Je les félicite aussi aux deux Néo-Zélandais, ils sont bons aussi. Et là, je n'ai pas pu bien observer l'autre, puisque le combat s'est vite terminé. Et sinon, ils sont bons aussi. Dans la finale des poids lourds, Heyarim Ay a affronté Nicolas Grantham, champion en titre néo-zélandais et qui boxe 2 catégories au-dessus. Dès le premier round, Heyari fait de l'inboxing. Il met beaucoup de pression sur son adversaire pour rentrer dans sa garde. Au deuxième round, sur les conseils de son coach, le Néo-Zélandais répond. Mais finalement, c'est le Tahitien de Tefana Boxing qui l'emporte au point. Fikari Momal m'a bien touché là tout à l'heure. J'ai commencé à vaciller. J'ai vu un peu les étoiles, je ne voyais pas très bien. Aller dans une catégorie qui n'est pas la mienne, avec des poids et du gras en plus, c'est dur. Mais bon, je voulais vraiment cette ceinture parce que c'est mon dernier combat.
À partir de ce soir, j'arrête la boxe. Voilà, et puis je me mets à gagner des sous quoi, avec mon travail, à s'occuper de ma famille. Voilà. En petite finale, chez les poids lourds, Tehutu Kung-Fu prend la 3e place face à Havea Siosifa de Tonga. Et chez les super lourds, Tusiaki l'emporte par forfait de Joinville Chen Chen Tong. Peut-être prendra-t-il sa revanche l'année prochaine. Il y a du vélo aussi dans l'actualité du jour. La deuxième étape du Tour de Tahiti Nui s'est déroulée aujourd'hui et c'est un Calédonien qui l'emporte, David, en 2h37 minutes et 48 secondes. C'est Rin Rureish qui court pour la Calédonie et qui est arrivé premier. Mais attention, Ryan Lacheny garde le maillot jaune. Ce qu'on remarque ici, c'est la performance de notre Tahitien Raimana Mataoa qui prend la 3e place avec seulement une dizaine de secondes d'écart. Et c'est bien joué parce qu'il faut être très vigilant sur ces étapes de longue distance sur le plat. L'écart peut vite se creuser. Je vous propose d'écouter Rin Rureish, vainqueur aujourd'hui. C'était vraiment dur dès le départ. Il y a eu plusieurs attaques. Nous avions le maillot jaune au début de l'étape. Nous voulions le conserver. Puis il y a eu une échappée avec un de mes coéquipiers, une échappée de 3 coureurs, dont un qui était bien classé. Donc nous avons dû pédaler pour combler l'écart. Malheureusement, l'écart n'a fait qu'augmenter. Nous avons dû changer de tactique. Un autre coureur a attaqué à son tour. Nous l'avons suivi. Puis nous avons fait un écart d'environ une demi-heure. J'ai eu l'opportunité d'attaquer à mon tour. Il restait 5 km et j'ai fini tout seul. Et demain, Ayata, la 3e étape sera lancée à 8h. Cette fois, ce sera un tour de l'île Papé et Travo. Et là, la donne risque de changer puisque la côte est est forte en dénivelé. Ici, c'est Taruya Kreiner, Raimana Mataoa ou encore Thomas Lorey qui vont être avantagés. Et on prend la direction de Tarawa où se tenait le championnat de Polynésie de motocross aujourd'hui. Au total, 22 pilotes ont concouru dans 4 catégories. Et le premier prix revient à Veitea Doom en MX1, la série reine, paraît-il. Oui, c'était la 6e journée sur 8 aujourd'hui. Ce qu'il faut noter là, c'est l'absence de Rayari Van Balou depuis le début de la saison. C'est le champion incontesté dans la catégorie depuis plusieurs années. Et depuis le début, c'est donc Veitea Doom qui domine les débats. Il a fait un sans faute jusqu'à aujourd'hui. 6 étapes remportées sur 8, vous l'avez dit, avec plus de 60 points d'avance sur ses rivaux. Pour l'instant, soit l'équivalent d'une étape d'avance. On écoute Maui Olosé du club organisateur, interrogé par Marcel Bonneau. En MX1, on a Veitea Doom qui se démarque. Et suivi pas très loin quand même de Manuko ou Autei. Et bon, après en catégorie MX2, on a Jonas Lewing aussi qui lui s'est bien démarqué depuis le début d'année, qui a eu quelques soucis aujourd'hui. En catégorie Open, Cédric Cabrera aussi est un prétendant au titre, numéro 69. Et ouais, c'est bien, il y a du combat en petit, on a 3 petits en 50-65 et ben, ça motive tout le monde, c'est super. Et enfin du handball, pour finir, on vous propose le portrait d'un handballeur tahitien de 21 ans qui évolue à l'extérieur. Il s'appelle Jonathan Mapou et c'est un des grands espoirs de ce sport en métropole. Il a déjà un parcours impressionnant en équipe de France jeune. Il vient de signer son contrat professionnel avec son club Saint-Raphaël. Eric Sintas et Philippe Hernando sont allés à sa rencontre dans le Var. Regardez. Le vin bleu vous salue bien. Capitaine des champions du monde du 21 cet été en Espagne, Jonathan Mapou, le Tahitien depuis 6 ans en bleu, cultive l'humilité. Quand on fait 6 ans en équipe de France jeune, on pourrait se dire que voilà, c'est acquis, mais il n'y a rien qui est acquis, en tout cas dans ce sport. Et j'ai la chance à Saint-Raphaël d'avoir des personnes autour de moi, ma famille, mes amis, qui m'ont toujours permis de pouvoir rester les pieds sur terre. C'est un joueur étonnant dans un contexte de Malabar des 9 mètres. Lui, le petit pivot, mais costaud, ne fait qu'1m82 pour 102 kg. Et alors ? Sa qualité principale, c'est qu'il a des prises de position sur les numéros 3 et numéro 4 basses et une capacité à prendre les ballons sous le sol, si on peut dire ça comme ça, et à se retourner très vite. Donc il a des qualités de duel, pivot 1 contre 1 avec le défenseur extraordinaire, des qualités d'explosif. Le handball est un sport de contact, un sport de combat et il faut être dans cet esprit-là. Je l'ai peut-être dans mon sang, on va dire, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mes gènes de Tahiti, cet esprit guerrier. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi ma force, cet esprit de ne rien lâcher. À Saint-Raphaël, où il est devenu pro, il a tous ses repères. Jonathan Tahaki Mapou continue d'apprendre et son père veille sur lui. Tahaki, ça veut dire guerrier.
c'est son nom de baptême de Polynésien en fait. Donc il se bat tout le temps. Et voilà, c'est son objectif, c'est d'aller loin et de se faire plaisir. Vous êtes fier de lui? Très très fier, ouais. Et même un jour de défaite, le groupe se resserre autour de ses leaders. Pas un mot. Idem pour Joe, le rendez-vous avec son père est traditionnel à chaque match et un regard remet la tête droite. Le club a parié sur moi, j'ai signé un contrat de 4 ans. Quand je me réveille le matin, je ne me dis pas il faut impérativement que j'aille en équipe de France. Je me dis qu'aujourd'hui je vais travailler pour... Je pense que pour faire un sport de haut niveau, il faut avoir des objectifs qui sont très hauts. Et avec beaucoup d'humilité, bien sûr que c'est dans un coin de ma tête et j'y pense. Son nouveau rêve en bleu, Paris 2024. Il aura alors 26 ans, un sacré challenge en perspective pour le Tahaki Mapu. Voilà, Yata, c'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end. La semaine prochaine, il y aura notamment du basket et du golf. Merci David, on se dit donc à week-end prochain. Notre rubrique dominicale nous fait voyager une nouvelle fois. Ce soir, on remonte en l'an 1989 et on visite le service maternité du centre hospitalier de Mam'an. Il y a 30 ans, seules 26 sages-femmes y étaient employées. Reportage. Elles sont 26 personnes exerçant la profession de sage-femme au service de la maternité du CHT de Mam'an. Un métier difficile. 2600 bébés sont nés en 1988 dans ce service, 60% de plus par rapport à 1978. Les locaux en sont même devenus trop exigus. Le métier de sage-femme est une profession médicale qui demande des qualités exceptionnelles. La psychologie maternelle est modifiée pendant la grossesse, évidemment. Donc il faut être beaucoup à l'écoute des femmes, avoir beaucoup de patience et puis savoir les comprendre. 4 années d'études sont nécessaires pour être sage-femme. Elles sont sanctionnées par un diplôme d'État. Un homme a été autorisé par décret à assurer la profession, faisant ainsi exception à la règle, son titre homme sage-femme. Il y a 10 ans, quand j'ai passé mon diplôme d'état d'infirmier, j'étais affecté dans les îles, au Gambie exactement. J'ai passé 2 ans. Là-bas, j'ai fait des accouchements tout seul. Et en revenant, il y avait une sage-femme qui était tombée malade et je devais la remplacer pour 1 mois. Et en fait, de remplacement de 1 mois, ça a duré 10 ans. Actuellement, 13 élèves suivent des cours à l'école territoriale de sage-femme. L'un d'entre eux est un jeune homme. Mais il faudra attendre 10 ans pour que la relève soit assurée complètement. Le territoire a également besoin de gynécologues obstétriciens. Alors, avis aux candidats. Voilà qui clôt cette édition et c'est un message de prévention que nous retiendrons en information principale ce soir. Voir et être vu, c'est vital. Il s'adresse aux usagers de la route et particulièrement aux cyclistes qui sont nombreux à circuler la nuit sans lumière. Et sachez tout de même qu'à défaut, vous risquez une amende de 1200 francs pacifiques. Voici l'agenda de la semaine. Elle démarre par une actualité culturelle. Le Farerei Hanga, le Heiva des Tuamotu, démarre demain jusqu'à dimanche à Rangiroa. Jeudi s'ouvre à l'Assemblée de la Polynésie la session budgétaire. Et enfin, nous vous parlions également dans cette édition de la Marche pour le climat. Elle est programmée samedi. Et puis, demain, ne manquez pas votre émission Hanavevo en radio à 17h10. Belinda Tumatariri traitera avec ses invités les règles en matière de sortie scolaire. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et vos quotidiens titrent leur une pour La Dépêche, un fait judiciaire. 4 hommes comparaîtront demain pour raquettes et violences. Même titre pour Tahiti Info. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Chiquita Teiva Darouzès et Théo Fatupua Aver reprennent les commandes de vos journaux télévisés. Carlos Natoua et Ibrahim Ahmed Aziz de vos journaux radio dès 5h demain matin. À suivre juste après ce journal des programmes jeunesse, Arthur et les Minimoys, puis les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Je vous retrouve week-end prochain avec plaisir. Portez-vous bien, bonnes vacances aux écoliers et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.